on a peur d'être seul parce qu'on a peur de s'ennuyer, on a peur de passer à côté de plein de choses. Alors que si on apprenait aux enfants à s'ennuyer, c'est-à-dire à ne pas occuper forcément par l'activité un temps imparti, on n'aurait pas peur de se retrouver seul avec ses pensées, et puis ça développe l'imaginaire. AVS avec Philippe Robichon. La solitude, puisqu'on en parle, et c'est notre thématique ce matin à l'occasion de la sortie de l'éloge de la solitude de Véronique Ayache, qui est mon invitée. Mais il y a une bonne raison d'aimer sa compagnie. On parle rarement de la solitude sur son aspect positif, puisqu'elle fait peur, elle est redoutée. On va dédier cette émission à ceux qui sont en train de participer au Vendée Globe, parce que finalement, là pour le coup, vous êtes vraiment tout seul avec la mer, face à vous-même pendant un moment. Avec les éléments, avec une reconnexion avec la nature, les éléments, et face à vos propres possibilités, vos propres limites. Et c'est ça qui est intéressant là-dedans. La langue française ne dispose que d'un mot pour définir la solitude, qu'elle soit voulue ou pas, qu'on appelle l'isolement. À quoi le terme solitudo étymologiquement fait-il référence ? Justement à l'isolement. Ouais. C'est l'exclusion, c'est en fait le concept de la solitude dans les sociétés, il a mis beaucoup de temps à être considéré comme quelque chose de positif, puisque dès le départ, dès les premières sociétés, celui qui était seul était en danger. Celui qui était sorti du groupe était à la merci justement des éléments. On en parlait des prédateurs, des accidents. Il ne pouvait pas compter sur l'aide des autres s'il avait un souci. Alors, si on essayait de définir ce mot de solitude. La solitude, s'il y avait une définition vraiment, c'est être soi, avec soi, à côté des autres, indépendamment des autres. Voilà. Et quelle est la différence entre être seul et se sentir seul ? Parce que finalement, on peut être très entouré se sentir très seul. Absolument. On peut être au milieu d'une foule et se sentir complètement différent des autres. D'où la solitude. Il y a une expression que les jeunes véhiculent beaucoup, c'est « j'ai vécu un grand moment de solitude ». On est dans une situation où on ne sait pas se dépatouiller. Nous on a ça, c'est le GMS, c'est le grand moment de solitude radiophonique. Ah, c'est super. C'est quand il y a un blanc. Voilà, c'est ça. Où on ne sait pas exactement comment meubler, quoi faire, comment se dépatouiller d'un truc dans lequel on vient de se mettre. Ouais. Et voilà, on se sent très seul, mais ça ne veut pas dire qu'on l'est forcément. La solitude dont vous parlez dans votre livre, c'est une solitude qui est choisie finalement. Et qui est une amie, c'est pas du tout une ennemie, c'est la solitude comme art de vivre finalement. Oui, comme une sorte de cocon de tendresse qu'on pourrait dans lequel on pourrait se blottir pour justement un peu penser les blessures qu'on reçoit du quotidien, de la société, qui est quand même assez raide finalement tous les jours. Donc prendre un petit peu de recul justement dans cette solitude, dans cet isolement volontaire, permet un petit peu de douceur, quoi. Bon. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment être seuls et qui finalement se suffisent, alors je vais mettre en des guillemets, à eux-mêmes et n'ont aucune souffrance à être tout seul? Alors, je peux pas parler au nom de tout le monde, je peux parler de ma propre expérience, puisque c'est ça qui m'a amené à écrire ce livre. Moi, c'est vrai qu'au tout début, j'assumais pas tellement le fait d'être seule, de me sentir seule. J'ai jamais été seule, mais j'assumais pas le fait de me sentir seule, parce que justement, j'avais l'impression de passer à côté de plein de choses super essentielles de la vie, les sorties, les boîtes, les copains, les copines, Et finalement, je me suis dit, tant que je vais me cogner à cette idée-là que j'ai de la solitude, je vais pas m'en faire une alliée finalement. Si je comprends à quoi elle me sert et comment je peux l'optimiser, si j'arrive à me l'approprier, dans ces cas-là, elle peut être enrichissante. Et c'est à partir de là où je l'ai reconsidérée, je l'ai vue différemment, et où j'ai compris finalement qu'elle pouvait être super sympa et super enrichissante. Donc finalement, la solitude, on n'apprend pas à être seul. C'est quelque chose que dans la vie, on n'apprend pas. On vous apprend l'inverse. On vous apprend à vivre en société. On nous apprend le groupe, et presque on nous impose le groupe. Et ça, j'ai envie de dire, quelque part, dès l'enfance...
On n'apprend pas à l'école l'ennui, par exemple. Ça fait pas partie des matières qu'on nous enseigne. Et justement, on a peur d'être seul parce qu'on a peur de s'ennuyer, on a peur de passer à côté de plein de choses. Alors que si on apprenait aux enfants, mais dès le berceau, si on leur apprenait à s'ennuyer, c'est-à-dire à ne pas occuper forcément par l'activité un temps imparti, on n'aurait pas peur de se retrouver seul, on n'aurait pas peur d'être seul avec ses pensées. Et puis ça développe l'imaginaire. Quand justement on n'a rien à faire, c'est le cerveau qui se met en route, en marche. Et on développe son imagination, on développe sa créativité, on se pose des questions et on arrive à trouver des réponses. Alors que quand on est en permanence parasité par les autres, il n'y a pas d'espace vacant pour la pensée finalement. Mais si vous parlez des autres, ça veut dire qu'on n'est pas vraiment seul. Encore une fois, c'est ça. Il y a des gens qui vivent... En ermite, alors dans ces cas-là, qui font des choix de vie... On le voit dans ces sociétés qui sont toujours en mouvement, où vous avez toujours des informations qui viennent des réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont très très seuls, enfin, qui vivent seuls et qui sont seuls. Qui sont isolés, alors dans ces cas-là. Isolés, ouais. Qui sont volontairement isolés ou qui subissent leur isolement. Parce que, honnêtement, quand on veut de la compagnie, on peut aller la chercher. Elle est facile à trouver. Ce que je veux dire, elle est facile à trouver, c'est-à-dire que les gens qui sont seuls, parce qu'ils n'ont pas de copains, ils s'inscrivent dans des clubs d'activités. Il y a toujours moyen de connecter aux autres. Voilà. Donc finalement, c'est plus facile de se faire des copains que d'être seul. Si on vit mal la solitude, oui, c'est difficile et c'est douloureux, bien sûr. S'isoler, se retrancher volontairement des autres, c'est pas évident parce qu'on n'a pas géographiquement toujours la possibilité de le faire. On l'a tous vécu plus ou moins pendant le confinement quand on était les uns sur les autres bloqués. Dans un même appartement. Dans un même appartement, pas forcément avec des endroits, des pièces où on pouvait justement avoir ce qu'on appelle le précieux espace vital, qui est la zone d'oxygène. La bulle de solitude. Voilà, absolument indispensable. Donc ça, on a vécu justement la pression des autres, l'envahissement des autres. Donc, ce qui est intéressant, en fait, dans la solitude, c'est de pouvoir alterner, ce que disait un petit peu Sénèque, c'est de pouvoir alterner entre la société, c'est-à-dire aller s'enrichir du contact des autres, parce que les autres sont importants aussi pour l'équilibre intérieur, et puis pouvoir se retirer et alterner entre les deux. Ça, c'est un bon équilibre. Voilà, et nous parlons de la solitude. Ce matin, on parle de la solitude choisie. Choisie, pas subie. On ne parle pas de l'isolement. Subi. Voilà, on parle, parce qu'on pense effectivement à tous ces gens dans les maisons de retraite, par exemple, cette année, qui n'ont pas pu voir de gens et du coup qui se retrouvaient seuls et isolés. Ça a été comme une punition, quoi, pour le fait de ne pas pouvoir voir leur famille, de pas pouvoir, parce que ces gens-là, justement, la seule chose qui les rattache à la vie à cet âge-là, c'est la famille, justement. Et donc on les a amputés de ce qu'ils avaient de prioritaire dans leur existence. Donc je comprends que ça a été dur. Je rappelle que vous publiez L'éloge de la solitude aux éditions Flammarion. Alors on a Aïcha avec nous au 01 53 48 3000. Aïcha, est-ce que vous êtes une solitaire ? Alors Aïcha a la radio d'allumer. Et ça, c'est ce qu'on appelle un grand moment de solitude radiophonique. Vous voyez, encore un ce matin. Alors Aïcha, voilà Aïcha. Baissez le son de votre... Non, c'est Rachida. Ah, Rachida, alors effectivement... C'est Rachida de Saint-Etienne, c'est pas Aïcha. Bon, alors Rachida, évidemment, si je vous appelle Aïcha, vous risquez pas de me répondre. Bienvenue, Rachida. Merci. Est-ce que vous êtes une solitaire, vous ? Non, moi du tout. Non, justement, c'est vrai que j'aime bien être entourée. D'accord. Et la solitude, ça vous fait quoi ? Alors, ça vous fait peur ? Ça vous angoisse ? Oui, ça me fait peur. Ça me donne de l'angoisse, oui, tout à fait. Ouais. J'appréhende tout le temps, si jamais il va arriver quelque chose à mon conjoint, et de me retrouver seule. Ah oui. Et donc, vous avez cette peur de vous retrouver seule ? Oui. Alors, Véronique Ayache, est-ce qu'Aïcha, Rachida ressemble à beaucoup de personnes ? Elle a effectivement un gros point commun avec pas mal de monde qui en étant seule, ont l'impression de se sentir en danger. De ne pas pouvoir être aidée en cas de problème. Elle vient de le dire, très justement. S'il m'arrive quelque chose et que je suis seule et que mon mari n'est pas là, je ne vais pas pouvoir m'en sortir. Et il faut savoir que le cerveau humain a gardé de ses racines de la préhistoire une espèce d'alerte, si vous voulez, puisque la solitude, enfin l'isolement quand on est seul, déclenche exactement le même type d'alerte que la douleur, qu'un choc ou une fracture ou une attaque. Donc il y a un réflexe dans le cerveau qui nous met en alerte en disant « Oh là là, attention, danger, si je suis seule, il peut m'arriver un pépin ».
Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes seule, Rachida? Vous vous ennuyez? Je m'ennuie, puis je broie du noir. Je gamberge. Ah ouais. Vous gambergez. Ouais. On peut apprivoiser la solitude, Véronique Ayache. C'est un peu le thème du livre, effectivement, où j'essaye de donner quelques pistes pour se réconcilier avec elle. Parce que, en fait, les gens la connaissent pas, finalement. Les gens l'appréhendent exactement comme Rachida en se disant bon, c'est un truc, effectivement, je vais être seule face à moi-même et j'ai pas tellement envie finalement de me retrouver confrontée à moi-même. Déjà, je me connais pas très bien, je suis pas sûre de m'aimer follement, de trouver ma compagnie archi intéressante. S'il m'arrive un problème, donc toutes ces idées-là, effectivement, convergent vers la même conclusion qui est de dire la solitude, c'est un truc qui va me malmener finalement. Or, si on la regarde différemment, si on se dit je vais profiter des petits moments où je suis seule pour apprendre à me connaître, pour apprendre à m'apprécier, pour apprendre à prendre soin de moi et pas forcément tout le temps m'occuper des autres, pour apprendre à réfléchir, pour apprendre à imaginer, on se rend compte finalement qu'on apprend plein de choses, que c'est une richesse infinie, inépuisable, dans laquelle on peut se ressourcer en permanence. Est-ce que vous êtes convaincue, Rachida? Convaincue, oui et non, mais bon, après, c'est comme elle disait, c'est le cerveau, c'est tout dans la tête, quoi. Parce que bon, je ne suis pas seule, j'ai quand même 4 enfants et 5 petits-enfants. Ah bah oui. Mais le fait, que je vous disais au début, le fait de penser qu'un jour je serai peut-être seule, j'y arrive pas, je le conçois pas. Ouais. Vous le concevez pas et vous imaginez pas vivre seul, en fait, c'est ça? Non, jamais. J'ai 33 ans de mariage et je pourrais pas vivre s'il devait arriver. Des moments, je préférerais partir avant mon mari. Ah ouais, à ce point. On parle toujours de ce qui va pas, mais au moins 33 ans d'amour, c'est beau, hein, Rachida? Ah oui, c'est magnifique. Bon, comment il s'appelle, votre mari? Amar. Bon, en tout cas, vous venez de lui dire que vous l'aimez en direct sur Beurre FM. Ah ça, c'est plus que de l'amour. Il n'y a pas de mots assez forts pour dire ce que je ressens pour lui. Et en plus, pardon, je coupe la parole, c'est très symbolique comme prénom parce que l'Amar, en navigation, c'est le point d'attache. C'est vrai en plus. C'est joli, je trouve. Rachida, on vous fait un gros bisou en tout cas. Merci, puis je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, puis j'espère que l'année 2021 sera meilleure que de 2020. Merci beaucoup. Bonne fête en tout cas, Rachida. Au revoir. Bonne fête. Alors on a Ouria, on va passer des amarres à la liberté. Ouria, ça veut dire la liberté. Ouria, comment allez-vous? L'indépendance, oui. L'indépendance, voilà. Donc, ouais, l'autonomie. Et vous avez une voix indépendante en tout cas, Ouria. Oh, tout à fait, oui. La solitude, ça vous évoque quoi, Ouria? Moi, j'aime la solitude, mais entourée de beaucoup de gens. Pas au milieu d'une foule. J'aime la solitude parce que je suis peintre autodidacte. J'aime, quand je fais de la peinture, être seule. Mais j'aime le monde. J'aime sortir. J'aime aller danser. J'aime beaucoup la vie. Mais j'ai des moments où j'aime être seule. Ouais. C'est souvent le cas des artistes. Exactement, on parlait de la créativité, de développer son imaginaire. Voilà. Oui. Et quand on est seul, c'est-à-dire quand on n'est pas parasité, effectivement, quand on laisse pas les autres rentrer à l'intérieur de soi et qu'on est seul à l'intérieur de soi, on meuble, on imagine, on invente et on crée. Et il y a beaucoup d'écrivains. La peinture, je fais des bijoux, je suis très occupée, retraitée, j'ai 83 ans. Ah, dites donc, alors dites donc, là, vous avez une voix qui fait 50 ans de moins, au moins. On me dit toujours. Incroyable. C'est ce que j'ai dans ma tête aussi. Mais vous savez, quand on parle de solitude, beaucoup de personnes s'angoissent en pensant à l'âge de la retraite et à l'âge où ils seront plus actifs, où ils auront pu aller au travail tous les jours. Vous, c'est pas votre cas, hein, Ouria? Ah non, moi je fais de la gym, je fais des tas d'activités, j'arrête pas. Malheureusement, avec le confinement, on est bloqué. Mais bon, heureusement qu'il y a Internet, le téléphone, il y a tout, donc on s'occupe comme on peut. Comment vous évaluez la dose de solitude dont vous avez besoin? Non, c'est-à-dire que moi, j'ai ma fille qui est en Bretagne, qui habitait à la campagne, j'ai pas pu supporter.
parce qu'il y avait personne. Moi, ici en ville, j'aime rester seule, mais je vois du monde, j'ai les voitures qui passent, mais là-bas, j'ai pas pu supporter la solitude, c'était incroyable. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, le degré de solitude est difficile, n'est pas supportable de la même façon qu'on soit en ville ou à la campagne. Tout à fait. À la campagne, c'est insupportable. On voyait personne. Heureusement qu'elle a déménagé, elle habite en ville maintenant. Mais vraiment, je supportais pas. J'ai tout fait. C'était vraiment la campagne. Il y avait une forêt en face, il y avait des vaches, des chevaux, des machins, mais c'était la vraie campagne. Il n'y avait pas de voiture qui passait, sauf quelques tracteurs, mais je supportais pas. Parce que vous aviez plus le choix en fait. Vous pouviez pas choisir d'alterner entre entre sentir pulser la ville et la vie autour de vous. Là, il y avait rien. J'adore la vie. J'ai peur de la mort. Je veux vivre encore plus pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Tiens, racontez-nous à 83 ans. Voyager, voir du monde, m'occuper, visiter les musées, faire plein de choses. Bon, en tout cas, vous êtes une belle ordonnance pour l'année prochaine, hein, Ouria. Franchement, vous êtes un exemple pour nous tous. J'espère. On vous fait un gros bisou, Ouria. Bonne fête, Ouria. Bonheur pour tout le monde. Et plein de santé. Voilà, plein de santé. Voilà. Alors, on a Radija qui est avec nous. Radija, bienvenue. Oui, bonjour Philippe, bonjour madame. Bonjour Radija. Madame Véronique. Je vous aime beaucoup. J'ai écouté plusieurs de vos émissions et ça me ravit. Alors moi, la solitude ne me pèse pas du tout. J'ai choisi d'être seule parce que j'étais vraiment... à l'époque, quand j'étais plus jeune avec mes enfants, et puis j'étais infirmière, j'étais famille d'accueil aussi, donc j'avais énormément de travail dans la journée, j'avais pas un moment à moi. Et quand j'ai pris ma retraite et que mes enfants ont fait leurs études supérieures et qu'ils sont partis, franchement, je l'ai pris, cette solitude était la bienvenue. Je cuisine... comme je veux, je mange comme je veux, je cuisine pas tous les jours, je cuisine par exemple pour 2-3 jours, je sors, je marche, je fais du vélo, j'ai des amis aussi, je vais parfois très loin, comme je suis dans une région où il y a beaucoup de pistes cyclables et tout, donc je m'évade, je m'habille comme je veux, parce qu'à l'époque j'étais pas gâtée, je suis très bien. J'ai 75 ans et franchement, ce que je préfère le plus maintenant, c'est de recevoir mes petits-enfants. D'accord. Voilà, mes petits-enfants, franchement, j'aimerais pas un jour qu'ils se détournent de moi et que j'aime bien la compagnie des jeunes. Par exemple, les vieilles personnes, elles ronchonnent toujours et tout. Comme ça, c'est fait. Elle me plombe le moral, ce qui fait que j'aime pas trop. Mais par contre, rester avec des jeunes qui disent des bêtises où je rigole et tout, j'aime bien. Ouais. Et quand je reçois mes petits-enfants, franchement, c'est la fête. Parce que je leur cuisine, je les fais sortir, je leur achète des trucs. Ils sont vraiment contents. Mais Radija, en fait, vous aimez vos petits-enfants, mais vous aimez bien votre propre compagnie. Vous aimez bien. Ah oui, j'aime bien rester seule. Alors, ce que j'aime, en fait, dans la façon dont je gère ma vie, c'est qu'il n'y a personne qui me commande. Voilà, je fais tout toute seule. Personne ne me dit de faire ceci et cela, parce qu'à l'époque où mon mari est décédé, il était un peu difficile. Il rouspétait surtout sur la cuisine, surtout. Et là, c'est la paix. Bon, j'aurais pas souhaité qu'il parte, mais enfin, c'est la paix pour moi. En fait, ce que vous aimez dans votre solitude, c'est votre liberté. Moi, j'entends un grand cri de liberté, de revendication, que votre vie vous appartient, en fait. C'est ça, le truc. Exactement. C'est ça, c'est dans la solitude. Utiliser mon argent à ma guise, parce qu'à l'époque, j'avais de l'argent, mais je l'utilisais pas pour moi. Il fallait habiller les enfants, il fallait donner pour les sorties, il fallait la payer les trucs de la fac, des livres, des trucs. Voilà. Maintenant, je me sens à l'aise. Vous ennuyez jamais, en fait.
Ah non. Je vais vous dire, j'ai fait un grave accident pendant le confinement dernier. Quelque chose vraiment de très 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 grave où j'ai eu un saignement au niveau du cerveau. C'était pas un AVC, hein, c'était autre chose en fait, d'après les neurologues. Eh ben, d'abord, je me suis relevée tout de suite après. Mes filles, les amis et tout me disent, qu'est-ce que tu ressens et tout. Je dis, c'est déjà parti. Hein. Moi, j'ai oublié déjà. Voilà. Et je me sens très très bien d'être seule. Je fais ce que je veux, quoi. Si j'ai pas envie de faire le ménage, je le fais pas. Si j'ai pas envie de cuisiner, je le fais pas. Donc voilà. C'est ça en fait qui me. À l'époque où je me réveillais, j'étais vraiment surchargée. Il fallait s'occuper de ceci, de cela, les courses, ranger la maison, aller travailler et tout. Là maintenant, franchement, je me sens soulagée. Je suis toujours en vacances. Voilà. Et la solitude est votre amie. C'est ça qu'on entend dans ce que vous dites, Khadija. C'est-à-dire quand on a été quand on a vécu dans la contrainte en fait, on a été dans l'obligation, dans la contrainte, tout le temps par les enfants, le mari et tout. Et quand tout le monde s'en va et que on a la paix, mais par contre mes enfants m'appellent tous les jours. Hein. Ils m'appellent tous les jours, je discute avec eux et tout. Pendant le confinement, ils m'ont ramené des sacs, des trucs. Ils m'ont gâté. Voilà. Je leur ai dit, de toute façon, vous inquiétez pas pour moi parce que je me sens bien. Voilà. Faut pas s'inquiéter pour moi. Eh bien, en tout cas, c'était un plaisir de vous écouter, Khadija, témoigner. On fait un gros bisou. Prenez soin de vous pour ces fêtes de fin d'année, puis à garder l'écoute. Tous et je vous embrasse tous. Bonne fête. Merci. On vous embrasse, Khadija. Comme vous le dites dans votre livre, finalement. Pour aimer la solitude, il faut déjà s'aimer soi-même. Faut déjà accepter d'aller à sa rencontre. Hein. Je veux dire, c'est chouette de rencontrer les autres, mais si on se connaît pas, finalement, on se perd parmi les autres. En se rencontrant soi, on apprend à s'aimer, on apprend à se bichonner, on apprend à être tendre avec soi-même. Quelle est la différence entre la solitude et la misanthropie, par exemple ? Le misanthrope, celui qui aime pas les autres. Donc le solitaire, solitaire, il n'a pas un rejet des autres. Il n'a pas cette amertume ou presque, j'ai envie de dire, ce mépris de la société. Solitaire, il aime la vie, il aime les choses qui le connectent aux essentiels, donc il aime forcément les autres. Ça veut dire quoi, se connecter ? Parce que c'est important finalement dans la solitude. Vous dites que la solitude justement permet de vous reconnecter à vos essentiels. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? En fait, moi je trouve que dans la vie, ce qui est intéressant, c'est de pas avoir trop de différences entre ce qu'on est et ce qu'on fait. Qu'il n'y ait pas trop de décalage. Quand on se connaît pas bien, on peut faire des choses avec lesquelles on se sent en porte-à-faux ou on peut se retrouver dans des situations finalement malgré soi qu'on n'a pas choisi et qui nous embourbent un peu. Alors qu'à partir du moment où on se connaît bien, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas, on sait ce qui nous fait plaisir, on sait ce qui nous fait du mal. Donc on va vers les choses qui nous font plaisir, qui nous font du bien. Donc qui sont nos essentiels. On se connecte, on va vers nos essentiels. C'est une forme d'égoïsme. Ah mais c'est salutaire l'égoïsme. C'est important de penser à soi et pas tout le temps aux autres, parce que quand on pense tout le temps aux autres, en fait, on se perd soi-même. On se perd de vue. Voilà, c'est pas qu'on se perd soi-même, c'est qu'on se perd de vue finalement. On a eu que des femmes qui nous ont appelé ce matin. J'aimerais bien entendre un homme sur la solitude, mais est-ce que ça veut dire que les femmes vivent mieux la solitude que les hommes ? Elles assument, elles sont peut-être un petit peu plus autonomes d'un point de vue logistique dans le quotidien. Une femme, elle est toute seule, elle va quand même savoir se faire à manger, faire son ménage, faire son repassage. Enfin, un homme qui vit seul aujourd'hui aussi, hein. Oui, mais même chose. Oui, mais peut-être ça l'enquiquine un petit peu plus que nous. Voilà. Donc, peut-être un peu plus flemmard de ce côté-là, même s'il sait le faire. Là, du coup, vous allez avoir tous les hommes qui vont vous appliquer. Mais nous, on est autonomes. Mais qu'est-ce qu'il raconte, la dame ? Je dis pas qu'ils sont pas autonomes, ces messieurs. Je dis qu'ils sont peut-être un petit peu plus flemmards et peut-être un petit peu moins friands des tâches ménagères. Non pas qu'on les aime, mais en tout cas, on les fait. Et moi, j'aimerais bien entendre quelqu'un qui, ce soir, pour le réveillon donc de la Saint-Sylvestre, comme on dit, a décidé d'être tout seul avec un bon bouquin ou une bonne série, une soirée télé, qui l'assume, qui dit finalement, moi, ça m'arrange ce confinement et ce couvre-feu, parce que comme ça, je vais être tranquille. Et voilà, mais vous venez de dire le mot essentiel.
tranquille. Être tranquille. À quel moment dans la vie qu'on a tous aujourd'hui, entre le boulot, les obligations, à quel moment on est tranquille finalement ? Je vous pose presque la question. Je sais pas, quand on est dans... Alors, c'est un cliché, hein, la ligne 13, à l'heure de pointe, on est tranquille. D'accord, parce que vous êtes plus seul, vous êtes... il y a moins de monde. La ligne 13 est connue. Il y a énormément de monde, et là, vous vous dites, comment est-ce que je peux être seul dans cet enfermement vous mettez votre casque sur les oreilles. Moi, je sais, par exemple, pour travailler, je me suis acheté un casque de chantier qui ressemble à celui que vous portez sur les oreilles. Qui fait des bruits blancs, en fait, c'est ça ? Oui, qui est anti-bruit. Oui. Donc, ça ressemble beaucoup au casque qu'ils portent là, les jeunes pour écouter leur musique. Vous mettez votre casque anti-bruit et vous êtes coupé du monde. Hein. Alors, j'ai appris une nouvelle tendance, c'est ce qu'on appelle le JOMO. Alors, de quoi est-ce que le JOMO est-il l'acronyme ? Alors, en fait, c'est l'inverse de FOMO, Fear of Missing Out. Et c'est là, JOMO, c'est Joy of Missing Out, c'est-à-dire la joie de passer à côté des choses. Donc conceptualisé par un gars qui s'appelle Anil Dash. Un animateur télé, absolument. Blogueur. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle tendance ? Alors, en fait, il y a, avec les réseaux sociaux, il y a une mouvance, si vous voulez, qui s'est installée dans les mentalités, à savoir qu'on est connecté en permanence parce qu'on a peur de passer à côté d'une information importante. Fear, c'est la peur. La peur de passer à côté d'une soirée organisée par nos amis, d'une info qui vient de tomber, je sais pas, une info politique, une info économique, un truc, un potin people, enfin n'importe quoi. On a besoin en permanence. Donc, ça, c'est la peur de passer à côté. D'où les notifications qui arrivent sans cesse. Qui arrivent en permanence et effectivement les gling-gling en permanence sur le téléphone. Pour contrecarrer cette addiction, voilà, ce côté un peu dépendant, addictif, qui cannibalise finalement l'individu. Le contre-pied, c'est la joie justement de se couper, de se sevrer, de faire un sevrage informatique et des réseaux pour justement avoir envie d'aller vers des choses qui existent vraiment et pas des choses qu'on nous balance, des infos qu'on nous balance à travers les réseaux. Alors cette année, on a été gâtés, hein, on a fait ce qu'on a fait la nesting attitude. Alors c'est quoi la nesting attitude ? C'est le nid. Nesting attitude, c'est vraiment ce qu'on appelait avant l'art du cocooning. Nest en anglais, c'est un nid. Donc c'est vraiment se blottir à l'intérieur de chez soi ou son intérieur en soi. C'est la même chose. Et voilà. Et réussir à passer un week-end, par exemple, à faire un programme que pour soi, je m'occupe de moi, je cuisine pour moi, je me fais, si on est une fille, je me fais des masques, je me fais les ongles, je regarde Netflix, je choisis la chaîne que je veux sans que mon copain décide pour moi. Voilà. On ne rend pas de compte, en fait, c'est ça. On est libre, c'est un peu ce que disait tout à l'heure votre auditrice, qui disait qu'elle avait plus de compte à rendre, en fait. On n'a plus aucune contrainte. Quand on vit seul, on mange à l'heure qu'on veut, on dort à l'heure qu'on veut, on regarde la chaîne qu'on veut, on s'habille ou on s'habille pas. Enfin, on est libre, on se réapproprie son identité et son temps. Et ça donne un sentiment de puissance qui vraiment j'ai envie de dire, qui donne de la force pour affronter le reste après. C'est-à-dire, on vit pour soi et que pour soi, et on en est conscient, donc voilà, et on y prend plaisir. Et le temps nous appartient pleinement. On souffre tous beaucoup justement d'avoir l'impression de passer, d'avoir l'impression que le temps nous file entre les doigts parce que en permanence on s'occupe. On est soumis à la contrainte du quotidien, à la contrainte des autres, à la contrainte. À partir du moment où on récupère, on se réapproprie son temps, on n'a plus l'impression de le perdre en fait. Mais est-ce qu'il passe aussi vite ?
C'est une illusion, le fait Parce qu'on que a le l'impression temps... que tout va plus vite aujourd'hui, que ça passe plus vite parce Oui, que parce justement... que c'est le regard qu'on porte sur le temps qui passe. Pour un gamin, une semaine de vacances va lui paraître une éternité. Nous, adultes, quand on a 3 jours de vacances, quand on a une semaine de vacances, on a l'impression que ça passe en un éclair. Donc c'est vraiment la notion, le rapport qu'on a par rapport au temps qui passe. Je me rappelle avoir eu cette conversation avec vous sur la notion du temps qui passe. Je pense, il y a quelques sur années. ralentir. Exactement. Il y a quelques années, Et effectivement, oui, absolument. sur cette notion que la perception qu'on avait de... Comment on remplit, comme la perception qu'on a du temps qui passe et comment il se remplit, parce que une minute quand on s'ennuie peut paraître une éternité, une journée quand on est heureux peut passer en un éclair. Tout dépend de comment on le remplit, le temps, finalement. Alors, autre tendance avec des mots qui finissent en ing, ça fait tout de suite plus branché. Le masturbating. Alors, bon, attention, c'est pas ce que vous pensez. C'est presque. c'est à mi-chemin, effectivement. C'est vraiment prendre rendez-vous avec son propre plaisir. Donc, ça englobe absolument toutes les notions. Prendre rendez-vous avec soi, ça peut être aussi quelque chose de très intéressant. C'est quoi le concept ? Expliquez-nous là, parce que prendre rendez-vous avec soi-même, quand on est tout le temps avec soi-même, on est... Oui, mais non, justement, quand on n'est pas tout le temps avec soi-même, quand on vit en famille, on se dit, tiens, aujourd'hui, je vais seule faire du shopping. Je vais seule voir une exposition parce que je sais que personne autour de moi a envie de voir ce film. Alors, là, on est privé de salle de cinéma, on est privé de musée. En tout cas, à partir du moment où ce sera possible, voilà, on pourra recommencer. C'est l'angoisse d'être au cinéma tout seul. Ah, mais pas du tout. Ah non, c'est chouette. Au contraire, on choisit son film, on choisit sa séance. Si on a envie de manger du popcorn à pleine main, on n'a pas peur du regard de son petit copain qui dit tu vas grossir, c'est pas bien. On s'en fout complètement. Encore une fois, on est libre. Après, rien ne nous empêche en sortant du cinéma d'appeler et de dire j'ai vu ce film, t'en as pensé quoi ? D'échanger, parce que l'échange est important socialement parlant. C'est-à-dire qu'on peut faire la chose seul, mais échanger, on partage après. On partage. Le partage est essentiel dans la vie. Donc ça veut dire que dans ce qu'on appelle le masturbating, ça veut dire donc on prend rendez-vous avec soi, on fait des choses pour soi, tout seul et pour soi. Tout seul et on va manger au resto tout seul, c'est ça ? Oui, mais si on va manger au resto tout seul, dans ces cas-là, on se fait beau, on se prépare, comme si on avait un rendez-vous galant finalement. Voilà, on se valorise, on se chouchoute. On s'aime, on apprend à s'aimer. Donc on apprend à se gâter aussi. C'est important de se gâter. Quality time, se faire plaisir d'abord à soi. Qu'est-ce qu'on a à apprendre des chats dans le fait d'être seul ? Des chats ? Des chats. Alors, les chats ont cette capacité extraordinaire, pour moi, qui est d'être très sociable, tout en étant parfaitement autonome. Un chat, contrairement à ce qu'on croit ou à l'image qu'on peut en avoir, c'est pas un animal farouche, solitaire. Non, c'est quelqu'un qui va vivre en communauté avec des humains ou avec ses pairs ou avec d'autres animaux, des chiens, des chevaux. Donc il va être très sociable, il sait tisser des liens, mais il n'est jamais soumis. C'est ça qui est intéressant, c'est cette espèce de compromis entre leur indépendance, leur autonomie, où ils se débrouillent parfaitement eux-mêmes. On leur donne pas à manger, ils se débrouillent pour trouver à manger. Les chats sont assez opportunistes d'ailleurs. Alors, oui, ça c'est votre point de vue. Moi je dis qu'ils vont là... C'est-à-dire que vous leur donnez à manger, vous leur donnez à manger, mais effectivement, comme vous dites, s'ils doivent trouver à manger, ils vont en trouver tout seuls, ils vont chasser, ça reste des chasseurs. Absolument. Ouais. De toute façon, le chat actuel a exactement la même constitution qu'il y a 3 millions d'années. Il n'a pas évolué, le chat. Donc il a gardé effectivement dans ses gènes ses origines de sauvage, ses origines de chasseur, ses origines indépendantes. C'est pour ça qu'un chat, il vit plus la nuit que le jour et qu'il n'arrive pas à se caler à nos horaires à nous. Maintenant, quand vous dites opportuniste, moi j'aime pas trop ce mot-là parce que ça a un côté un peu péjoratif. Non, le chat, oui, il sait ce qu'il y a à gratter. Le chat, il s'encombre pas de choses qui lui déplaisent, contrairement à l'humain,
qui va en permanence s'emboîter dans des compromis, même qui lui conviennent pas. Un chat, il est chez vous, vous lui donnez pas à manger ou vous le maltraitez, effectivement, il va aller chercher ailleurs. Un chat, vous faites du bruit alors qu'il a envie de dormir, il va aller chercher ailleurs le silence dont il a besoin. Donc un chat va être à l'écoute de lui-même. Est-ce qu'on peut dire qu'il est opportuniste ? Je suis pas sûre. On fera notre émission pour ça. On en reparlera. Le confinement, ça a été tout l'un ou tout l'autre. Ouais. Certains ont trouvé que c'était terriblement facile à vivre, contrairement à ce qu'ils imaginaient, que même s'ils étaient seuls dans leur appartement. C'était une expérience. Voilà, c'était une expérience qu'ils ont beaucoup aimée. Est-ce que ça a déclenché des vocations de solitaire ? Ah oui, mais il y a plein de gens, justement, moi je m'en suis rendu compte, qui m'ont dit c'est fou, je savais pas que je savais cuisiner si bien. C'est dingue, je me suis mise au jardinage, mais c'est sympa finalement. Ou alors, j'ai lu une tonne de bouquins que j'avais dans ma bibliothèque, que j'avais acheté, que j'avais jamais le temps de lire. Les gens se sont, ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, réapproprié leur temps. Donc, ils ont apprécié. Mais parce qu'ils savaient aussi peut-être que c'était inscrit dans une durée limitée. C'est ça. La solitude, c'est bien aussi. Et ça, l'auditrice nous le disait tout à l'heure, c'est bien quand on sait qu'on habite en ville et que si on veut rompre avec la solitude, eh bien on peut le faire très facilement. Quand on a le choix. Quand on a le choix, effectivement, de se mettre en retrait ou d'aller vers les autres. Là, c'est super confort. Le confinement, on peut dire, on n'avait pas trop le choix, mais effectivement, au quotidien, on n'avait pas le choix, mais on savait que le 11 mai, c'était terminé, on pouvait se reconnecter les uns aux autres. Donc, c'était juste une période, un sas, en fait. Un temps de pause, extrait de la réalité, extrait de la vie, mais voilà, qu'on ne pouvait qu'optimiser si on le vivait pas trop mal. Ouais. Bien, on pense à tous ceux qui sont isolés, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont isolées. La solitude, c'est souvent une punition. On le disait tout à l'heure en début d'émission. Un gamin, si on veut le punir, on lui dit va dans ta chambre. Monte tout seul dans ta chambre. On va t'enfermer. Va réfléchir dans ta chambre. Quand vous faites des bêtises, eh bien, on vous prive de liberté. Vous vous retrouvez dans une prison. Dans une prison. Donc c'est vrai qu'effectivement, la solitude, c'est aussi une punition. Oui, l'isolement, mais l'isolement, enfin, en tout cas, l'exil a très longtemps été un châtiment quasiment identique à la peine de mort. C'est-à-dire pour punir un citoyen, je vous parle il y a longtemps, à l'époque de l'Antiquité, on le privait de ses droits sociaux. C'est-à-dire qu'on ne le mettait pas à l'écart pour protéger la société d'une personne malfaisante, mais la punition extrême, c'était de le sortir du groupe et de le priver de ses droits sociaux. C'est une privation. Et la suite est dans votre livre, Véronique Ayache. Je rappelle que vous publiez L'éloge de la solitude. L'éditeur, c'est Flammarion. Mais il y a une bonne raison d'aimer sa compagnie. Merci d'avoir été avec nous. Merci infiniment à vous. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous regardez la vidéo de l'émission sur la chaîne YouTube. Très belle journée santé sur Beurre FM.